Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaumat et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le thème de la discrimination de ces trois avatars, ou plus exactement, des trois avatars de ce mot zombie. Nous allons envisager 3 points successivement. Les trois avatars. Nommons-les avant de nous y étendre. Le premier, ce sera celui de la prétendue non-discrimination comme alibi de l'arbitraire étatique. Le deuxième, ce sera celui de la transformation de l'alibi défensif en prétexte agressif. Et le troisième, ce sera l'apothéose de la destruction du droit, de la justice par les hommes de l'État. Alors, pour commencer, tout d'abord, peut-être une précision sur l'expression que nous utilisons de mot zombie. Qu'est-ce que c'est qu'un zombie? C'est un homme normal qui a été transformé par les sorciers vaudous en esclave, et en esclave qui revient du monde des morts pour tourmenter les vivants. Et la zombification des mots est un aspect de la fabrication des anticoncepts par la pseudo-démocratie socialiste. On a déjà dit à plusieurs reprises que la pseudo-démocratie socialiste ne ment pas forcément sur les faits, mais elle falsifient systématiquement leur interprétation, et l'instrument privilégié de cette falsification, c'est le remplacement de mots qui ont un sens, et notamment de concepts normatifs qui ont un sens, par des pseudo-concepts normatifs qui n'en ont aucun. Et il s'agit en l'espèce de remplacer le mot justice par un néologisme, la non-discrimination, dont le but central est de faire oublier aux gens qui savent ce que c'est que la justice, et par conséquent qui savent ce que c'est que l'injustice. Il s'agit de les dépayser, pour prendre une expression générale, il s'agit de leur faire perdre leurs repères, il s'agit de leur faire oublier qu'ils savent que la justice, c'est de respecter la personne et la propriété des autres, c'est de tenir ses engagements, c'est de ne pas mentir, et la non-discrimination est un alibi qui ne signifie rien, et qui est là pour justement faire oublier ce que c'est que l'injustice, et notamment au départ que l'injustice consiste à s'imposer aux autres, à disposer de leur personne et de leur propriété contre leur consentement. Et c'est pour ça que la première utilisation de cette notion de non-discrimination, ça va être de servir d'alibi à l'intervention de l'État, c'est-à-dire, en fait, en tout état de cause, à la redistribution politique, où les faibles, où les puissants s'imposent par la force aux faibles, ce qui caractérise toute intervention de l'État, quelle qu'en soit l'intention d'ailleurs. Toute intervention de l'État est nécessairement redistributrice, toute intervention de l'État prend nécessairement aux uns et pour donner aux autres. En se servant au passage. Et donc la première notion de non-discrimination, peut-être tardivement nommée telle, au départ, c'est plutôt des déclarations des droits de l'homme qu'on fait pour limiter l'arbitraire des hommes de l'État. Et sous le masque de ces déclarations des droits de l'homme, vont progressivement se multiplier des privilèges et des immunités qui vont reconstituer les systèmes d'Ancien Régime en faisant mine de respecter une certaine égalité de traitement non pas entre les citoyens, mais entre des catégories de citoyens. Je dirais que la marque caractéristique du caractère sophistique de la soi-disant non-discrimination, c'est justement qu'elle ne reconnaît pas des individus, mais des catégories. Et
plus vous faites de catégories, plus ces catégories sont petites, et plus vous vous rapprochez de la reconnaissance du fait qu'il s'agit essentiellement de voler Tartampion pour donner un duche-molle. Donc la première manifestation de ce pseudo-concept de discrimination va être de faire croire que l'intervention de l'État pourrait ne pas être injuste, et pourrait ne pas prendre injustement à l'un pour donner injustement à l'autre. Et ça, c'est évidemment impossible. L'action étatique est par définition, en tout état de cause, monopoliste. Et ça, c'est pour l'État ultra-minimal. Quand on va au-delà de l'État ultra-minimal, on est dans la pseudo-démocratie socialiste aujourd'hui. Les gens sont à moitié esclaves des hommes de l'État. Et en dépit de ce procédé d'illusion fiscale que j'appelle noyer le poisson, où les hommes de l'État passent leur temps à voler à tout le monde et à redistribuer à tout le monde, il y a forcément des gens qui tirent leur épingle du jeu, qui sont des receleurs nets, ou des voleurs heureux, et puis il y en a d'autres qui sont des esclaves, qui sont les dindons de la farce, ceux qui sont les exploités. Il y a forcément une caste d'exploiteurs et d'exploités dans un État, et a fortiori dans un État socialiste. C'est par définition l'action de l'État qui vole les uns et donne aux autres. Je ne dis pas au profit, parce qu'on a assez parlé de Bitur Camembert pour savoir que ce profit-là n'est absolument pas garanti par l'intention de profiter à quelqu'un. C'est-à-dire que même si vous voulez voler machin et que cela profite à chose, eh bien, les lois de l'économie font que rien de tout ça ne vous est garanti. Donc, mais moralement et juridiquement, l'intervention de l'État crée forcément une caste d'exploiteurs et une caste d'exploités. Elle crée ce que j'ai appelé à plusieurs reprises des Übermenschen légaux, c'est-à-dire des gens qui ont plus de droits que les autres, en traduction de l'allemand, des surhommes au regard de la loi, et des Untermenschen légaux, des sous-hommes au regard de la loi, c'est-à-dire des gens qui ont moins de droits que d'autres. Prenons par exemple l'exemple du prétendu droit au logement. Que veut dire le prétendu droit au logement? Ça veut dire qu'il y a des Übermenschen légaux qui pourront se loger par la force sur le dos des autres, et puis les Untermenschen légaux, ce seront ceux qui non seulement devront payer pour leur propre logement, mais aussi pour le logement des premiers. Donc, création de castes, création d'une caste d'esclaves, création d'une caste de maîtres, tout à fait délibérément, de sorte qu'il est totalement impossible que l'intervention de l'État ne soit pas injuste, puisque l'injustice, c'est de voler, justement. C'est de disposer du bien d'autrui contre son consentement. Et de ce point de vue-là, il y a un deuxième aspect qui est essentiel, parce qu'il va être l'occasion de falsification et d'alibi, c'est la notion d'égalité politique. Qu'est-ce que l'égalité politique? Ça veut dire que je n'ai pas le droit de m'imposer à toi, pas plus que tu n'as le droit de t'imposer à moi. Je n'ai pas le droit de te tromper, je n'ai pas le droit de te molester, je n'ai pas le droit de te voler. Je n'ai pas le droit de disposer contre ton consentement de tes possessions, et tu n'as pas le droit de disposer contre mon consentement de mes possessions. C'est la seule égalité politique qui soit concevable, c'est la seule qui est pertinente, et il se trouve en plus que c'est la seule qui est justifiée. Toutes les autres interprétations de l'égalité politique sont injustifiées, elles sont incohérentes. Et il arrive que d'excellents auteurs, même comme Rothbard, ne comprennent pas très bien que la notion d'égalité politique est suffisante pour fonder la justice. Quand il dit que l'égalité ne permet pas de définir la justice, parce qu'on peut imaginer que tout le monde soit obligé de se prosterner vers la Mecque 3 fois par jour, ou de porter un uniforme vert réglementaire, ou de manger de la bouillie insipide, et rien d'autre. Ça, je dirais, c'est envisager la notion d'égalité de manière incomplète, c'est-à-dire sans tenir compte de la question qui se pose nécessairement chaque fois qu'on traite de philosophie politique, c'est-à-dire qui a le droit de décider et au nom de quel principe. Aucune philosophie politique ne peut esquiver cette question, et toute philosophie politique qui ne raisonne pas en termes des principes au nom desquels une personne a le droit de décider de quoi
eh ben, elle passe complètement à côté de son objet, elle n'est qu'un simulacre et un alibi. Donc, à partir du moment où vous posez la question de savoir qui a le droit de faire quoi et quand, eh bien, il est bien évident que la légitimité de la règle et de celui qui impose la règle, l'uniforme vers réglementaire, ou des prosternations vers la Mecque, ou de la bouillie obligatoire, se pose. Et pour répondre à cette légitimité, il n'y a qu'une seule réponse, c'est que c'est la propriété légitime. J'ai le droit de faire ce que je veux avec ce que je n'ai volé à personne. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec ce que tu n'as volé à personne. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec ce qu'il n'a volé à personne, et rien de ce qu'ils ont volé aux autres. En d'autres termes, la notion même d'égalité, si on la pose correctement, débouche sur la propriété naturelle, sur le principe de non-agression, sur l'égalité politique et elle seule, telle qu'on l'a définie au départ. Alors évidemment, comme les hommes de l'État, les puissants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les fonctionnaires, il y a les groupes de pression, ne veulent pas entendre parler de cette égalité politique-là. Ils font tout pour que vous perdiez de vue que la seule égalité justifiée et réalisable, c'est celle-là. Eh bien, ils vont trouver des alibis. Le premier alibi, très efficace aujourd'hui, ça marche très bien, c'est le suffrage universel, sous prétexte que vous auriez un droit de vote égal aux autres, eh bien, l'égalité politique serait réalisée. Il est évident que cette prétendue égalité politique-là n'a rien à voir avec la vraie égalité politique. Elle n'empêche en aucune manière les uns de voler les autres, c'est-à-dire de réaliser cette division de la société en castes, et elle n'empêche en rien de créer des Übermenschen légaux et des Untermenschen légaux, dont l'existence même réfute cette notion d'égalité politique. Alors, dans leur élaboration la plus sophistique et la plus perverse, bien entendu, on a des définitions de l'égalité, toutes incompatibles les unes avec les autres, qui débouchent sur la prétendue égalité des résultats ou la prétendue égalité des chances. L'une et l'autre sont totalement indéfinissables, parce que l'égalité est un rapport entre des grandeurs suivant une dimension unique. Si vous ne réussissez pas à réduire les êtres humains à une seule dimension, eh bien, la notion d'égalité n'a aucun sens. Et a fortiori la notion d'égalité des chances, qui impliquerait de savoir, à propos de la causalité sociale et des probabilités, quelque chose que nul ne peut connaître. Ces anticoncepts ont l'avantage inhérent, et c'est bien pour ça qu'on s'en sert, pour les adeptes de la violence et de l'arbitraire politique, justement de n'avoir absolument aucun sens. Et c'est bien pour ça que nous devons les dénoncer, et pour la même raison qu'eux s'en servent. Ils n'ont pas de sens et ils essaient d'impressionner l'auditoire. Ils essaient d'impressionner la personne à qui ils sont adressés. Oui, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous avez accepté ces alibis de l'arbitraire politique, qui en substitue à la définition correcte de la justice, qui est l'interdiction de voler, l'interdiction de tromper, l'interdiction d'agresser, eh bien, la route est ouverte à des falsifications bien plus grandes. Alors, la prétendue égalité des chances, c'est la version la moins intellectuellement déshonorante de la prétendue justice sociale. Alors, la prétendue justice sociale, pour les mêmes raisons que la prétendue égalité des chances, est totalement indéfinissable. Mais si vous acceptez une définition de la justice, qui est par définition incompatible, logiquement incompatible avec la justice naturelle, eh bien on va pouvoir vous faire avaler ce que l'on veut. Et en l'espèce, la non-discrimination, c'est l'affirmation d'une prétendue justice, là où de justice il ne peut pas y en avoir. Et en même temps, c'est la confusion d'une liste
de proscription, d'interdiction faite aux hommes de l'État, avec la justice elle-même. Et il va suffire qu'on oublie que cette interdiction de discriminer faite aux hommes de l'État, que les hommes de l'État acceptent pour eux-mêmes, pour faire croire qu'ils ne sont pas arbitraires et injustes. Il suffit d'oublier que les raisons d'être de ces interdictions, et il suffit d'oublier notamment le principe qu'il s'agit de protéger, qui est la propriété de soi par l'individu, la propriété de soi et de ses possessions légitimes par l'individu, pour retourner la notion de non-discrimination et en faire d'un alibi de l'arbitraire étatique, mais un alibi défensif, un prétexte aux agressions contre les gens normaux commis par les hommes de l'État. Et c'est le deuxième avatar de ce mot zombie qu'est la non-discrimination. La non-discrimination est un substitut à la notion de justice. Elle vise à faire oublier aux gens qui savent ce que c'est que l'injustice. Une fois qu'ils ont oublié, qu'ils savent ce que c'est que l'injustice, eh bien on peut leur faire croire qu'il est injuste pour une personne privée de faire ce qui est par définition la chose la plus juste au monde, c'est-à-dire d'exercer souverainement son droit de propriété. Et c'est comme ça que la notion de non-discrimination est aujourd'hui utilisée par les hommes de l'État pour détruire le droit de propriété. Aujourd'hui, on prétend lutter contre les discriminations privées. C'est-à-dire qu'on prétend interdire aux gens de décider souverainement avec qui ils veulent s'associer, qui ils veulent inviter chez eux, et qui ne veulent, et surtout qui ne veulent pas inviter chez eux. Et cette inversion n'est possible qu'à partir du moment où on a suffisamment rempli la tête des gens avec une fausse définition de la justice, et surtout à partir du moment où on leur a remplacé l'injustice par la discrimination. Alors il y a un aspect moral qui est relativement secondaire en l'espèce, encore que la confusion entre la morale et le droit joue un rôle psychologique très important en la matière, c'est qu'il arrive en effet que de traiter de façon souveraine des gens différemment puisse ne pas être justifié d'un point de vue moral. Je préfère, c'est une préférence subjective pour tel ou tel, et bien je l'invite plus souvent que tel autre, alors que ses mérites ne sont pas forcément beaucoup plus grands. Tout cela... À cet égard, on n'a pas évoqué le mot jusqu'à présent, François Guillaume. On peut dire que le mot discrimination est parfait synonyme du mot choix. Exactement. Et les préférences dont vous parlez à l'instant... C'est là que l'inversion apparaît dans toute sa volonté d'éradiquer le droit de propriété, c'est que c'est tout exercice souverain de ce droit qui est en réalité mis en cause quand on accuse les gens de discriminer. Parce qu'il est strictement impossible à un individu de ne pas choisir d'inviter chez lui un tel plutôt qu'un tel. Il est strictement impossible à quiconque de ne pas choisir de se marier, par exemple, avec une telle plutôt qu'avec une telle. La discrimination est inséparable du choix. On ne peut pas traiter également tout le monde. Tous les gens sont différents, et s'il est vrai que certains de nos choix sont moralement contestables, il ne faut pas oublier, quand on fait de la philosophie politique sérieusement, que ce qui fait justement que la justice est universelle, c'est qu'elle se fonde, à la différence des choix personnels moraux, sur des principes que tout le monde peut reconnaître. Sinon, on n'a pas de définition de la justice. Par essence, la justice doit pouvoir être reconnue par tout le monde suivant des critères objectifs. Et si la propriété naturelle est reconnue par la morale commune comme la seule propriété légitime, et si on reconnaît qu'on a le droit de faire ce qu'on veut
avec ce qui est à soi, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas volé aux autres, pris aux autres sans leur consentement, c'est parce que ce sont les seuls critères universels que tout le monde puisse identifier. En d'autres termes, le parasitage de la discussion juridique, de la philosophie politique, par des considérations morales, comme quoi ce ne serait pas bien de discriminer contre les gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau, qui n'ont pas la bonne origine, tout cela est rigoureusement dépourvu de pertinence. Il faut bien comprendre ça. La seule chose que le propriétaire ait besoin de prouver pour justifier qu'il est discriminé envers tel ou tel, c'est qu'il est chez lui, c'est qu'il dépense son argent. Il n'a rien besoin de prouver d'autre, et en revanche, à partir du moment où il accepte de se défendre d'une accusation de discrimination qui n'a strictement aucun sens dans un contexte juridique, qui ne relève que du choix moral, dont justement je viens de démontrer qu'il n'est pas pertinent, eh bien alors il n'y a plus aucune possibilité de se défendre contre une telle accusation. On est automatiquement coupable, parce que dans un contexte politique, la discrimination n'a aucun sens, ou plutôt le seul sens légitime qu'on pourrait lui donner, c'est celui que la notion de discrimination est là pour évacuer, à savoir une violation de la propriété naturelle. La seule discrimination qui soit injuste, par définition, c'est le vol, c'est l'agression, c'est la tromperie, c'est l'escroquerie. Le vol, la tromperie, l'escroquerie, c'est la seule discrimination qui soit injuste, et c'est d'ailleurs pour ça que le mot ne sert à rien dans ces conditions-là. Il faut parler d'injustice. À partir du moment où on a choisi de poursuivre la prétendue discrimination en excluant par définition que les seuls cas où la discrimination est injuste, eh bien ça veut dire qu'aucune défense n'est possible. On est dans un procès en sorcellerie. On vous accuse d'avoir fait soit quelque chose que vous ne pouviez pas éviter de faire en vertu de la nature des choses, soit on vous accuse d'avoir fait quelque chose dont on ne peut pas prouver que vous en ayez eu l'intention. Soit on vous accuse de faire quelque chose qui est inéluctable, soit on vous fait un procès d'intention contre lequel il est impossible de se défendre. Il est impossible de se défendre contre un procès d'intention, parce que l'intention ne peut pas être prouvée. Il est impossible de se défendre contre un procès d'intention, parce que, par définition, ce que vous avez dans la tête n'est pas observable. En d'autres termes, les procès en discrimination sont des procès en sorcellerie, contre lesquels aucune défense n'est possible. Les procès en discrimination sont des accusations où vous êtes coupable par définition, dans la mesure où c'est au départ qu'on a évacué toute référence au seul critère objectif qui soit acceptable, à savoir les critères de justice. Lesquels critères de justice font intervenir en leur sein la propriété et l'exercice de ces droits sans limite. Alors, justement, puisque nous en sommes en termes à parler de critères objectifs, il y a un critère objectif que Ayn Rand proposait aux détectives philosophiques, comme elle disait, c'est-à-dire aux gens qui cherchent à distinguer entre les vraies et les fausses philosophies, c'est de les appliquer à elles-mêmes. On avait donné l'exemple du positivisme, cette philosophie qui réfute tout énoncé philosophique comme arbitraire, qui de ce fait se réfutait lui-même. Eh bien, là vous avez une parfaite réfutation de la prétendue lutte contre les discriminations, avec le fait que cette prétendue lutte contre les discriminations, étant donné qu'elle a évacué les seuls critères objectifs, et y compris d'ailleurs les critères moraux, puisque on la voit ne lutter contre les discriminations que s'ils sont le fait de certains groupes sociaux ou ethniques, la prétendue lutte contre la discrimination est elle-même parfaitement discriminatoire. Elle l'est par définition puisqu'elle évacue les critères de justice qui sont objectifs, et elle l'est aussi empiriquement, elle l'est aussi de façon
observable, elle l'est aussi de façon constatable, parce que ce que l'on peut observer, c'est que les soi-disant contempteurs de la discrimination sont eux-mêmes parfaitement sélectifs dans leur poursuite. Je pense à ces fameuses commissions contre les droits de l'homme au Canada, qui ne poursuivent jamais que des blancs, des chrétiens et de préférence des hommes. Et on voit dans les critères de sélection de ces violations du droit que sont ces poursuites en discrimination, on voit manifestement se déployer les critères les plus ouvertement racistes qui soient. On admet parfaitement la prétendue discrimination lorsqu'elle est le fait des Noirs, on ne l'admet pas lorsqu'elle est le fait des Blancs. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Blancs ont certains droits, que les Noirs ont d'autres droits, et que, en l'occurrence, les Blancs ont moins de droits que les Noirs. Et ça veut Ce qui dire... s'appelle du racisme institutionnel. Ça veut dire au départ, oui, qu'il y a eu en fait un choix, il y a eu une discrimination qui a amené à faire intervenir des minorités. Le mot minorité porte en lui-même une discrimination institutionnelle, par opposition à une prétendue majorité, qui elle aussi témoigne d'un... Je dirais que la notion de majorité, de minorité, a un petit côté objectif qui nous éloignerait du sujet. Je dirais que ce qui est caractéristique de la prétendue lutte contre la discrimination raciale, par exemple, c'est qu'elle est elle-même raciste. Et comme il faut appeler les choses par leur nom, cette création du Übermenschen Lego et d'Untermenschen Lego, j'utilise à dessein les catégories du socialisme hitlérien, suivant les mêmes bases racistes, ou plutôt suivant le même critère racial, à cette seule différence près que les bonnes races et les mauvaises sont différentes, c'est du nazisme. En l'espèce, un nazisme institutionnel anti-blanc. Donc la soi-disant lutte contre les discriminations, que ce soit les commissions contre les droits de l'homme au Canada, elles ne s'appellent pas comme ça, elles s'appellent commission des droits de l'homme. Et moi, évidemment, comme nous n'avons aucune raison d'employer des euphémismes officiels, nous disons commission contre les droits de l'homme. Bien, les fameuses commissions contre les droits de l'homme au Canada, ou la fameuse HALDE en France, ce sont des Gestapo du nazisme anti-blanc. Anti-blanc, anti-homme, anti-hétérosexuel et anti-chrétien. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le mot nazisme en l'espèce, puisqu'il s'agit d'un socialisme et qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme suivant des critères racistes. Une violation systématique des droits de l'homme suivant des critères racistes. Donc, faisant intervenir des choix politiques, des choix institutionnels. Ah oui, en l'espèce, je dirais, pour la petite histoire, on peut quand même faire remarquer que ce sont les mêmes qui faisaient de la discrimination raciale dans un sens, qui font aujourd'hui de la discrimination raciale dans l'autre. C'est le Parti démocrate aux États-Unis qui était le parti des Jim Crow Laws, c'est-à-dire des lois qui reconnaissaient aux Noirs dans le sud des États-Unis moins de droits qu'aux Blancs. Et puis dans les années 60, on a aboli ces lois qui créaient des Übermenschen légaux et des Untermenschen légaux, mais on les a remplacées par d'autres lois qui créent des Übermenschen légaux et des Untermenschen légaux suivant des critères opposés. Alors c'est là qu'on en vient à au troisième avatar de ce mot zombie qu'est la prétendue discrimination. C'est l'étape de la destruction du droit, de l'affirmation de l'arbitraire politique, où les hommes de l'État, après avoir détruit les droits de propriété des personnes privées au nom de la prétendue lutte contre la discrimination, se mettent à déclarer qu'ils ont le droit de discriminer, et eux seuls. C'est-à-dire que le deuxième avatar a détruit le premier, et on aboutit au troisième, qui est l'affirmation par les hommes de l'État d'un prétendu droit à discriminer qui serait
qui leur appartiendrait à eux seuls. C'est ce qu'on appelle en France la discrimination positive, mais aux États-Unis, ça date des années 1960, et ça s'appelle affirmative action. C'est un mot caractéristique que ce mot d'affirmative action, parce qu'en lui-même, il veut strictement rien dire. Et le fait qu'il ne veut strictement rien dire, signale la volonté délibérée de ceux qui s'en servent de faire n'importe quoi, de se soustraire à toute rationalité dans la définition de la norme politique. Affirmative action, ça veut dire qu'on fait quelque chose. Et puis, bien entendu, quand un concept politique normatif est vide, ce sont les puissants qui le remplissent. On est dans la situation de Humpty Dumpty, où Humpty Dumpty définit lui-même ce qu'un mot veut dire et ce qu'il ne veut pas dire. Oui, et d'ajouter, ce qui compte, c'est de savoir qui sera le patron. Oui, mais en l'espèce, je voudrais faire une incise. C'est que ce mot qui ne veut rien dire est aussi destiné à susciter une impression chez celui à qui il est adressé. Autrement dit, celui à qui il est adressé va avoir tendance à remplir cette expression de considérations qui lui sont personnelles. En conséquence, on arrive à, d'un côté, un mot vide de sens, de l'autre, à un mot qui est rempli d'un sens, mais qui est méconnu par celui qui a dit le mot. Donc on est dans un dialogue de sourds, nécessairement un dialogue de sourds, et à qui peut profiter ce dialogue de sourds? Eh bien, le puissant... Toute irrationalité profite à l'arbitraire. Le puissant qui veut exercer son arbitraire, il va être limité évidemment par la concurrence politique. N'oublions jamais Bitur Camembert. Mais en attendant, s'il a la possibilité d'exercer cet arbitraire, il va le faire. Et d'un autre côté, je voulais aussi insister sur cette traduction française récente de cette expression américaine qui a maintenant une quarantaine d'années, l'affirmative action, par discrimination positive. Là, on est plutôt dans la chronique des aveux dont parle Michel de Poncin. La chronique des aveux, c'est-à-dire que ce n'est pas la discrimination en elle-même qui est injuste, c'est le fait que les décisions soient prises par des personnes privées et non pas par les hommes de l'État. L'affirmation de principe, c'est ça. On est en plein socialisme réel. Prétendre instituer la discrimination positive, c'est affirmer que seuls les hommes de l'État ont le droit d'agir, que seule est légitime l'action des hommes de l'État, et qu'elle l'est par définition. Et qu'à l'inverse, la décision des personnes privées, elle, est par définition illégitime. Que c'est par définition que ce qui est juste est injuste, et que ce qui est injuste est juste, parce que dans la justice naturelle, ce qui est juste, c'est la décision privée, ce qui est légitime, c'est la décision privée, ce qui n'a pas de compte à rendre et pas de limite à reconnaître, c'est l'exercice souverain de son droit de propriété par le citoyen normal. Ceux qui ont des comptes à rendre, ceux qui doivent subir des contraintes à leur action, ceux qui sont intrinsèquement et a priori suspects, ceux qu'on peut toujours accuser d'injustice, ce sont les hommes de l'État, d'après la justice naturelle. D'après la justice naturelle, c'est-à-dire d'après la morale sociale que nous reconnaissons dans notre vie de tous les jours, qui nous interdit de voler, qui nous interdit de mentir, qui nous interdit d'agresser les autres. Dans cette vie de tous les jours, où même les socialistes n'enseignent pas à leurs enfants à escalader le balcon du voisin pour aller piquer les bijoux et l'argenterie, eh bien, dans cette vie de tous les jours, ce qui est juste, c'est ce que la discrimination positive appelle injuste, et ce qui est injuste, c'est ce que la discrimination positive appelle juste. Et bien entendu, dans le contexte historique actuel, la prétendue discrimination positive, c'est l'institution officielle du nazisme anti-blanc. C'est-à-dire que nous sommes dans un régime nazi. Aujourd'hui, la Halde, c'est la Gestapo française. Alors rappelons la signification des lettres HALDE, c'est haute autorité de lutte contre la discrimination. Le E, je ne sais trop ce qu'il signifie. Autrement dit,
Mais là, on est plutôt dans le deuxième avatar du mot zombie. En l'espèce, on a dépassé ce deuxième avatar, on est dans le troisième, où la Gestapo du nazisme anti-blanc va expressément affirmer que lorsque la discrimination est faite par les hommes de l'État, lorsqu'elle est faite au profit de la race supérieure au sens légal du terme que les puissants ont décidé, eh bien cette discrimination, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas question de la poursuivre. En revanche, le moindre paix de travers de la part d'un blanc sera poursuivi jusqu'à la dernière extrémité. N'oublions pas qu'aujourd'hui, pour avoir osé dire à une musulmane bâchée à quelles conditions elle était invitée chez elle, une femme qui s'appelle Fanny Truchut, qui est parfaitement athée, eh bien, a été condamnée en deuxième instance à 3 mois de prison avec sursis et 4 000 euros de dommages et intérêts, ou 4 000 euros d'amende. Je ne suis pas sûr de connaître exactement les détails de ce procès. Ça veut dire que l'exercice de son droit de propriété par cette femme est totalement contesté, révoqué en illégitimité, et on sait très bien que ce n'est pas parce que c'est uniquement parce qu'elle est blanche et pas musulmane, et que sa prétendue victime est musulmane, qu'elle a été condamnée. On sait très bien qu'il s'agit d'ériger les musulmans en Übermenschen légaux, en l'espèce. Et en l'espèce, c'est donc le droit de propriété, droit a priori absolu, dont le caractère absolu est remis en question par des décisions de justice, de tribunaux, qu'on peut dire exorbitants du droit civil. Mais alors, je dirais pour conclure, c'est à ça qu'on voit comment fonctionne la pseudo-démocratie socialiste. La pseudo-démocratie socialiste est tout aussi socialiste que le socialisme réel. Mais elle camoufle son caractère arbitraire et policier derrière des mots qui ont l'air de vouloir dire quelque chose. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre, notamment ce que des gens aussi intelligents que Philippe Benetton n'avaient pas l'air de comprendre, c'est que les interprétations raisonnables de ces mots zombies ne les rendent que plus dangereuses. Ne les rendent plutôt que plus dangereux parce que l'interprétation raisonnable, c'est l'antigène qui va faire croire à la cellule qui est votre cerveau que l'autre est légitime. Si vous faites entrer un anticoncept pseudo-démocrate et socialiste dans votre tête, vous n'avez plus les moyens de vous défendre contre lui. C'est-à-dire que vous avez le cerveau complètement neutralisé. Et ça rejoint les mots dont on a parlé à une émission qu'on a appelé les mots virus. Voilà, exactement. Et les mots zombies, la zombification de la norme politique, c'est un aspect de la fabrication des anticoncepts, des mots virus plutôt, dont les anticoncepts sont la forme achevée. En l'espèce, la discrimination est un anticoncept, et un anticoncept dont on a vu progressivement les ravages, puisqu'on passe l'alibi à l'arbitraire étatique, un prétexte pour détruire les droits de l'homme et du citoyen chez les personnes ordinaires, c'est-à-dire pour inverser la notion même de droit de l'homme, pour la transformer de limite à l'arbitraire de l'État à prétexte à l'arbitraire de l'État. Il y a une autre manière de transformer les droits de l'homme de limite à l'arbitraire de l'État en prétexte à l'arbitraire de l'État, c'est d'inventer les prétendus droits A. C'est un procédé différent, mais c'est le même principe. Il s'agit de dénaturer le concept, de retirer la notion de droit de l'homme de son contexte, qui est celle d'une compréhension du caractère essentiellement arbitraire et injuste de l'État et de la nécessité de le contenir. Et on aboutit, suivant
les anticoncepts qu'on a inventés, le résultat est le même, c'est-à-dire la destruction de la pensée politique, le remplacement des notions de justice que non seulement nous avons connues, mais que nous continuons de connaître et de reconnaître, par des leurres, par des mirages, plutôt par des illusions qui nous conduisent à abdiquer toute défense de nos droits. En d'autres termes, chers auditeurs, il faudrait que vous maniiez le mot de discrimination avec la plus grande réserve. Soyez discriminants dans votre usage du mot discrimination. Exactement, c'est-à-dire penser... Ce sur quoi il faudra insister, c'est qu'il est là pour remplacer et pour détruire le mot d'injustice. Même si vous avez été victime de discrimination, on sait que la prétendue lutte contre la discrimination est elle-même un cas caractéristique de discrimination. Elle est elle-même discriminatoire, à cette différence près qu'elle se fait au nom d'un principe d'injustice, alors que la discrimination privée ne fait qu'exprimer un droit légitime. Même si vous pensez qu'on discrimine contre vous, abstenez-vous de l'utiliser, ça impliquerait de le cautionner. Et utiliser le mot choisir, les choix révélant les préférences de chacun. Dans le contexte des choix moraux, il s'agit de choisir, et il s'agit de choisir moralement. Et dans le contexte politique, il s'agit de justice ou d'injustice, et strictement de rien d'autre. La norme, en matière de justice, il n'y a qu'une seule norme, en matière politique plutôt, il n'y a qu'une seule norme, c'est la justice. Et c'est aussi vrai pour les politiques économiques d'ailleurs, que pour les choix interpersonnels. Malheureusement, comme le côté politique que nous avons envisagé est celui de la redistribution, et que ce contexte politique est en opposition avec la justice et la morale, eh bien, comme l'a dit Chateaubriand, il ne peut produire que le contraire de ce qu'on en attendait, et cela explique les difficultés que nous pouvons connaître aujourd'hui, en particulier en France. Chers auditeurs, merci de votre attention. À la prochaine fois.